Donc aujourd'hui, on va parler d'or pour essayer de savoir, vous donner notre ressenti et notre analyse sur ce marché qui a eu beaucoup d'intérêt l'année passée et qui n'en a quasiment plus eu cette année. On va le voir, savoir s'il faut en avoir en portefeuille ou pas. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a à peu près un an, en décembre dernier, on avait fait une présentation pour savoir s'il fallait avoir de l'or en 2020. Et à cette époque-là, je vous avais posé une question. Je vous avais demandé, selon vous, après deux belles années 2019-2020, est-ce qu'en 2021, qu'est-ce que vous attendiez en termes de performance? Et bien finalement, la règle selon laquelle la majorité a souvent tort, et ben se vérifie une nouvelle fois, puisque seuls 10%, alors on était une quarantaine, je crois, hein, à participer, seuls 10% ont indiqué que ce serait une performance négative. Et effectivement, alors c'est vraiment tangent, hein, puisque là, on est entre 1 et 2% de baisse grâce à la reprise qu'il y a eu ces derniers jours sur l'or. Mais on est encore en performance négative cette année euh, sur l'or. Du coup, évidemment, ce que j'ai envie de faire, c'est de vous reposer la question pour l'année prochaine. Donc, hop, voilà. Donc, du coup, normalement, c'est affiché le petit questionnaire. Peut-être vous avez besoin un peu de scroller pour voir les réponses et pour pouvoir voter. Paf, et je partage les résultats. Voilà. Donc, essentiellement, une performance entre 0 et 10%. Il n'y a qu'une seule personne qui s'est risquée à dire qu'elle serait encore négative. En tout cas, je la salue d'être là, puisque même si elle est désintéressée par. Enfin, en tout cas, elle ne pense pas à la performance positive de l'or, elle est avec nous. On parlera à la fin. Je suis assez mitigé. Hein, je n'ai pas d'avis très négatif ou très positif à partager avec vous, mais ce qui est important, c'est d'expliquer pourquoi et surtout la façon dont ça peut évoluer. Tac, alors cette présentation, on va la faire en deux parties. La première partie, revenir sur les fondamentaux de l'or. Il y aura beaucoup de slides. Alors, si vous étiez là il y a un an, il y a beaucoup de slides qu'on a mis à jour. Même certains, on vous a laissé celui de l'année dernière pour voir vraiment l'évolution par rapport à cette année. Mais c'est intéressant de revenir vraiment sur les fondamentaux qui nous permettent de dire et qui permettent de dire à un certain nombre d'investisseurs qu'il faut avoir de l'or de manière structurelle dans un portefeuille. Alors on confrontera, peut-être certains d'entre vous pensent que c'est la relique barbare et que ça n'a strictement aucun intérêt dans un portefeuille, mais en tout cas les chiffres ne serait-ce que des performances de long terme sont quand même non seulement attractifs, mais en plus se compare quand même relativement avantageusement aux autres classes d'actifs. Vous avez ici la majorité des classes d'actifs, ici, voilà, sur 10 ans, hop, ici, et sur 5 ans. Bon, on note que dans les deux cas, ce sont des performances positives, parce que malgré tout, on n'est quand même pas très loin des plus hauts historiques, si on prend une vue assez reculée. Mais c'est pas forcément, la performance, c'est pas forcément le critère qui fait dire et qui nous fait dire qu'il faut avoir du portefeuille structurellement dans un portefeuille. C'est aussi sa capacité à vous protéger en cas de choc des marchés. Alors, on verra, je pense qu'on a un graphique sur la décorrélation, mais là, c'est assez intéressant de voir le comportement de l'or en cas de chute du Nasdaq. Alors, pourquoi la chute du Nasdaq? Tout simplement parce que c'est peut-être la classe d'actifs la plus boursouflée actuellement, quoique ça se discute avec les taux d'intérêt, mais en tout cas, celle qui attire quand même énormément d'investisseurs. Et donc, l'exercice qui a été fait ici, c'est de voir le comportement de l'or lorsque le Nasdaq baisse de plus de 2 écarts types. 2 écarts types, ça veut dire que, je ne vais pas vous refaire un cours de statistiques, mais ça veut dire un décrochage brutal, inhabituel du Nasdaq. Et on voit que dans 80% des cas, la performance de l'or, qui est donc en ordonnée ici, est positive. Donc ça, c'est quelque chose d'assez rassurant. On peut voir ici, en jetant un œil de l'autre côté, c'est que lorsque le Nasdaq se déplace à la hausse, cette fois-ci, de plus de 2 écarts types, la performance, pour le coup, est
plutôt négative. Donc on voit effectivement cette décorrélation, ou alors presque cette corrélation inverse au marché du Nasdaq, qui apporte de la diversification dans un portefeuille. Alors en plus, peut-être qu'on n'a pas l'idée à quel point c'est un actif liquide, parce que je pense que euh, quand on est dans un monde avec beaucoup de liquidités, je pense que on peut être attiré par des actifs illiquides, et on voit le succès du private equity ces dernières années. Je crois que c'est comme on dit, hein, c'est quand il fait beau qu'il faut réparer cette voiture. Donc c'est vraiment quand il y a beaucoup de liquidités qu'il faut faire attention à rester sur des actifs très liquides. Et donc l'or est quasiment, c'est quasiment aussi liquide que les Treasury Bills ici. Voilà. Et c'est bien plus liquide qu'un actif quand même réputé très sûr et liquide que sont les emprunts allemands. Donc on a un actif décorrélant qui protège et en plus liquide. Et ce qui ne gâche rien, c'est que lui-même intrinsèquement est peu volatile. On a la volatilité donc depuis quand même une longue période de l'or ici qui s'inscrit parmi les actifs les moins volatiles, évidemment moins volatiles que l'argent, mais également que le pétrole. Donc tout ça, voilà, donc performance à long terme attractive, parfait, outils de diversification et de couverture, liquidité, faible volatilité, rien que cet ensemble-là de caractéristiques nous donne envie de positionner l'or structurellement dans les portefeuilles, et on fera, alors pas cette fois-ci, mais une prochaine fois, un focus sur une allocation, un portefeuille que nous vous proposons et qui détient structurellement de l'or. Alors, un dernier slide pour vous montrer l'intérêt. Alors, ce qui commence en début 2020, on a les flux sur les ETF américains d'or. On voit l'intérêt massif ici durant l'année 2020. Fin d'année déjà, ça commence à se retourner. C'est ce qui nous avait fait dire en fin d'année, lors du webinaire il y a un an, qu'il fallait commencer à alléger, qu'il fallait en sortir. Et on voit les flux qui ont été quand même, la plupart du temps, négatifs tout au long de cette année. On n'a pas les chiffres de novembre, je pense qu'ils seraient positifs, hein, à croire le rebond du marché. Voilà. Donc là, c'est plutôt un regard du passé, sur le passé, sur les caractéristiques fondamentales de l'or. Si on passe à notre deuxième partie, on va essayer d'abord de comprendre les moteurs, ce qui fait vivre l'or, et puis d'évaluer est-ce que les moteurs sont porteurs dans les prochains mois. Alors, vous avez ici, je vais essayer d'aller lentement. On me dit toujours que je vais un peu trop vite, mais je vais prendre le temps de vous expliquer. Systématiquement, j'ai essayé de garder les mêmes codes couleurs. Vous avez l'or en jaune, et puis un indicateur en orange. Et alors là, ici, vous avez les taux courts de la Fed, et en bas, la corrélation entre les deux. Alors, mon premier constat, c'est que c'est pas corrélé du tout au taux court de la Fed. Mais ces taux courts de la Fed, c'est un bon moyen de matérialiser quelle est la politique de la Banque centrale américaine. Et on voit qu'il y a un premier grand cycle de l'or qui est ici, qui va s'arrêter au moment où Volcker va prendre les rênes de la Fed et va dire c'est terminé l'inflation, on va désormais combattre l'inflation, et qui décide de monter fortement les taux courts jusqu'à 19%. Et à partir de cette nomination, vous voyez, ça coïncide bien, eh bien l'or va entrer dans alors une phase de baisse, puis une léthargie qui va durer, qui va s'expliquer par le niveau des taux et des taux réels. Alors, je ne les ai pas ici, les taux réels, mais on en parlera juste après. Et cette léthargie
va s'accélérer par un bear market à partir du moment où on a la bulle des valeurs techno, et l'or va sortir de cette léthargie à partir du moment où la bulle techno va exploser par ici, et on a un début de marché haussier qui va perdurer au-delà du bear market. Ça, c'est intéressant de le noter. C'est-à-dire que le marché a baissé, le marché de l'or a progressé entre 2000 et 2003, mais il a poursuivi sa hausse jusqu'en 2012. Ici, donc, on a ici ce creux, et c'est intéressant de le noter parce que l'or a quand même réagi à la baisse au moment du déclenchement du marché baissier en 2008, fin 2007-2008. Mais rapidement, et c'est un des actifs qui systématiquement se reprend le plus rapidement. Alors, l'échelle ne permet pas de le voir, mais en 2020, ça a fonctionné exactement de la même manière. Lors du Covid, l'or avait baissé et s'était repris avant les actions. Donc voilà, globalement, les grands cycles. La question qu'on a envie de se poser, c'est est-ce que cette correction qu'on a ici, alors le graphique n'a pas, si, il est à jour jusqu'à aujourd'hui. Bon, il faudrait zoomer, on va zoomer tout à l'heure pour voir un peu plus ce qui se passe ici. Est-ce que cette correction, finalement, c'est la fin du cycle haussier qu'on a connu ici? Alors, il y a quelque chose qui me hérisse le poil, c'est quand certains investisseurs disent: «Je veux acheter de l'or parce que je crois au retour de l'inflation». Et ben c'est un mauvais raisonnement, et j'aime bien qu'on regarde les graphiques pour voir comment ça fonctionne. Alors oui, vous avez ici l'inflation américaine, le CPI, dont on voit, voilà, le graphique commence dans les années 70. Donc on voit le double choc pétrolier et l'envolée du CPI, qui effectivement est tout à fait cohérent, et, enfin la hausse de l'or est cohérente avec cette hausse de l'inflation. Et je vous ai mis en dessous en rouge la corrélation. On voit que la corrélation est très élevée. Mais qu'à partir des années 80, c'est terminé. Et la corrélation, elle est tout à fait instable. Elle est parfois négative, parfois positive. Et donc, c'est compliqué de dire. Alors, d'abord, il faut être capable de prévoir les phases inflationnistes. C'est déjà un vrai boulot devant lequel à peu près tout le monde se plante. Même vraiment les meilleurs économistes au monde sont en grande difficulté pour prévoir l'inflation. Mais même si vous prévoyez l'inflation, vous n'êtes pas sûr qu'acheter de l'or va vous protéger. Si on prend, alors j'ai mis en orangé les phases de hausse de l'inflation ici, vous voyez que l'or, franchement, c'est pas brillant. Excusez-moi le jeu de mots, c'était pas prévu. Ici, pareil. Bon, ici, ça marche un peu mieux, mais il y a vraiment rien de systématique. Et puis, alors, on voit bien, c'est assez terrible, que là, l'envolée de l'inflation ici, ok, coïncide exactement avec la période de consolidation de l'or. Donc, finalement, oubliez que l'or et l'inflation sont liés. En revanche, ce qui est très lié, c'est l'or et les taux réels. Ça marche quelles que soient les périodes. Vous avez maintenant donc l'or toujours en jaune, ça marche, et en bleu, les taux réels. Je rappelle, les taux réels, c'est les taux nominaux moins l'inflation. Donc oui, l'or est lié à l'inflation, mais pas seulement. C'est surtout, ce sont les taux réels dans lesquels intervient l'inflation. Donc cet écart, vous devez forcément, il faut avoir une idée de ce que vont faire d'un côté les taux nominaux, qui est en gros la politique de la Fed, versus l'inflation. J'y reviendrai peut-être à la fin, mais c'est vraiment là comment dire, la clé de compréhension des mouvements de l'or, elle est là. Après, évidemment, ça va se lire à travers d'autres indicateurs, comme en particulier le dollar, qu'on va voir juste après. Donc là, on a des taux réels. Alors, pardon, les taux réels, je précise, sont donc sur l'échelle de gauche, sont en échelle inversée. Donc, plus les taux réels baissent, donc montent sur le graphique, plus c'est favorable à l'or.
Alors, ça marche, bien sur là, on est sur un graphique, qui est, hebdomadaire, sur une longue période, mais on voit que ça peut, il peut avoir des moments de déconnexion, hein, c'est pas du 1 pour 1 à tout, chaque jour, hein. Voilà, des moments de déconnexion et justement ici, on a un petit mouvement de déconnexion où les taux réels ont continué de baisser et sont même au plus bas, historique, hein, les taux réels et l'or, bah, est resté à la traîne, ce qui fait dire à certains que c'est un bon moment pour acheter de l'or. On va voir que notre avis, enfin, on est d'accord avec cette affirmation, mais on est un petit peu plus, mitigé. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui, le dollar. Alors, on dit, à l'accoutumée, c'est que les alors je vois des questions à droite, j'y reviendrai. Alors, tac, je reviendrai à vos questions, je les vois, hein. Que l'or est plutôt, que la baisse de l'or est favorable à l'or, pardon, la baisse du dollar est favorable à l'or et que la hausse du dollar est défavorable à l'or. Et ça se vérifie, là, c'est encore moins propre que pour les taux réels, parce qu'on voit la corrélation basculer de temps à autre. Je vous ai verdi les phases de hausse du dollar, parce que là encore, on est en échelle inversée pour essayer de voir les mouvements parallèles entre les deux courbes. Donc si vous avez un avis très négatif sur le dollar, là, effectivement, ça marche assez bien d'acheter de l'or. Maintenant, il y a aussi des périodes où la hausse du dollar n'est pas défavorable à l'or. Et on en a un bon exemple ici. On a ici, paf, une forte hausse du dollar, donc en baisse sur le graphique, et l'or qui a été stable. Ici, une nette hausse pardon, du dollar et une hausse de l'or. Donc c'est pas un indicateur qui est idéal, mais quand on accumule des indicateurs, il n'existe pas, je crois pas à ma connaissance, un indicateur, que ce soit pour l'or ou pour tous les marchés financiers, qui marche. Ce serait trop facile d'avoir un seul indicateur. Maintenant, quand vous accumulez des indicateurs, chacun imparfait, mais relativement décorrélés les uns des autres, vous pouvez avoir quand même une idée assez précise, en tout cas construire une conviction sur un actif. Et donc là, c'est de se dire, finalement, que va faire l'or? Pardon, excusez-moi, que va faire le dollar? Il faut essayer d'avoir un avis sur la question. Euh, alors, à ce stade, est-ce que... Alors, attendez, tac. Non, je vais vous parler... Non, on va rester sur le dollar. Je vous remets un graphique, voilà, un graphique que je vous avais mis, vous voyez, il s'arrête fin 2020, qui était le graphique que je vous avais montré il y a un an, en vous disant, et c'est ce qui nous permettait de construire cette idée selon laquelle il fallait désormais être prudent sur l'or, c'est qu'on était haussier sur le dollar, parce qu'on voyait cet écart de taux. Alors là, on parle du dollar versus euro. On regardait l'écart de taux entre l'Allemagne et les États-Unis. On voyait qu'il y avait quand même une corrélation assez nette entre le comportement du dollar et cet écart de taux. C'est normal. Plus, on va dire, l'Allemagne et l'Europe, la zone euro, est rémunérateur par rapport aux États-Unis, plus les capitaux vont se diriger vers l'euro et vice-versa. Et alors, ça avait marché ici dans l'autre sens avec un petit délai, hein, l'écart de taux s'était resserré entre l'Allemagne et les États-Unis. Et, pardon. Et du coup, le dollar avait baissé. Là, on est sur l'euro-dollar en échelle non inversée ce coup-ci. Donc, quand la courbe bleue monte, le dollar baisse. Et on s'interrogeait effectivement si cet écart de taux, et selon nous, devait s'inverser, et le dollar devait s'inverser aussi, retourner à la hausse. Et c'est le même graphique un an plus tard. C'est ce qui s'est passé. On a en fait, à quoi on rattache ça d'un point de vue fondamental? Tout simplement qu'on a eu un discours depuis plusieurs mois de la Fed qui cherche beaucoup plus rapidement que la BCE à rentrer dans une politique de
on va pas dire de resserrement monétaire parce qu'il y a tellement de liquidités, mais en tout cas de normalisation de sa politique monétaire bien plus, bien plus rapidement que la BCE qui, elle, n'est absolument pas pressée. Et on a du mal à voir ce qui ferait changer de discours la BCE aujourd'hui, à moins d'avoir vraiment un gros, gros, gros dérapage inflationniste, ce qui n'est pas notre point de vue. Donc on a plutôt le sentiment que le dollar devrait rester haussier pour une autre raison, qui est la position spéculative qui est publiée par la CFTC, qui prend les positions sur les futurs d'un certain nombre de classes d'actifs. Et là, on est sur le dollar. Et on a fait l'exercice sur toutes les données qu'on avait, qui datent de 2008 à peu près. Et on a remarqué qu'à chaque fois que les spéculateurs devenaient short sur le dollar, donc long sur l'euro, donc ici, 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 ici et là. Alors là, c'est hésitant parce que le dernier point, je ne sais pas si vous le voyez là, il est de nouveau positif. Mais bon, il me semble quand même qu'on est en train de construire des positions baissières sur l'euro. Donc ces points-là ont été des points majeur de retournement de l'euro-dollar. Et donc là, bah, ça a coïncidé. D'ailleurs, dans nos gestions, ça a très bien marché. Vraiment, dès que les hedge funds essentiellement commencent à shorter l'euro, alors on rentre dans un cycle de baisse de l'euro. Donc c'est un indicateur concomitant. Donc l'écart de taux court plus ces positions-là sur l'euro nous font dire qu'on est entré, mais on est capable de se remettre en cause en fonction de ce qu'on voit. Mais pour l'instant, ce qu'on voit, c'est qu'on est entré dans une phase de hausse du dollar, ce qui est plutôt défavorable à l'or. Donc, tac, 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 ça je voulais montrer. Je vous montre ce graphique-là. On a essayé de faire parler le comportement des mines d'or par rapport à l'or. Parce que on avait coutume de dire, il y a bien longtemps, que les mines d'or, c'était un levier de 2, 2,5 sur l'or. Et puis pendant une assez longue période, ça n'a plus été vrai, parce qu'on a vu et c'est d'ailleurs pour ça que le graphique, je le fais commencer qu'en 2008-2009, parce qu'antérieurement à ça, avec le lancement des ETF sur l'or, tous les investisseurs qui achetaient des mines d'or pour avoir facilement une exposition à l'or ont vendu les mines et ont acheté l'ETF or. Maintenant, on a le sentiment que c'est un peu équilibré, c'est-à-dire ceux qui sont sur les mines d'or veulent avoir des mines d'or, ceux qui ont l'or, ils achètent leur ETF orifère. Donc on a essayé de voir à travers cette performance relative, donc on a en jaune toujours l'or, et puis en orange, on a la performance relative des mines d'or versus l'or. Ça veut dire que ici, par exemple, tac, on a les mines qui sous-performent fortement l'or, et que normalement, donc, puisque c'est un levier et que ça va dans le même sens, ça veut dire que l'or baisse. On voit que dans la remontée de l'or, ici, oui, écoutez, alors c'est cette période-là où normalement on aurait dû avoir les mines largement surperformantes et que finalement ça a été vrai dans un premier temps et puis plus du tout. Et puis à la fin même, les mines ont sous-performé alors que l'or continue à monter. Mais on s'est dit que ça pouvait être un indicateur avancé, et donc on a, comme d'habitude, on filtre soit à travers un rate of change ou à travers une moyenne mobile. Là, c'est une moyenne mobile. Et on s'est dit, finalement, quand les mines d'or commencent à sous-performer l'or, c'est peut-être là qu'il faut commencer à vendre l'or. Et c'est aussi pour ça que l'année dernière, on avait conseillé d'alléger l'or, parce que on avait les mines d'or qui commençaient à sous-performer. On le voit. Alors, on s'est dit finalement que peut-être que ça marchait bien pour simplifier le message, de prendre juste la tendance de la moyenne mobile. C'est-à-dire que lorsque la moyenne mobile est haussière, ça veut dire qu'on est dans une tendance haussière du ratio mine versus or, et que dans ces cas-là, c'est bien d'avoir de l'or, voire des mines.
Bon, et donc on a mis en vert les grandes phases de hausse de la moyenne mobile, il y en a pas énormément, et que ça marche relativement bien. Et là, pour l'instant, on est dans une phase où les mines sous-performent l'or, où la moyenne mobile s'est retournée, et donc on n'a pas encore de signal d'achat de ce côté-là. Là encore, hein, ça peut changer. On voit quand même que le ratio est volatile, parce que les mines d'or sont beaucoup plus volatiles que l'or. Donc ça a changé, mais pour l'instant, le message est dit prudence, prudence de ce côté-là. Je continue mon petit déroulé. Alors, on n'est pas, on n'est pas des chartistes, mais on aime bien quand même avoir un œil de ce côté-là. Là, c'est tout simplement un bar chart de l'once d'or, donc depuis mai 2019, pour voir un peu plus en détail ce qui se passe dans cette phase de consolidation. On voit cette ligne qui constitue une résistance quand même majeure, qui, à mon avis, est juste sur tous les écrans du monde des investisseurs ou qui s'intéressent à l'or, puisqu'on l'a quand même touché 1, 2, 3, 4, 5 fois, qu'on est dans cette zone-là. Attendez, je vais l'enlever pour mieux voir. Depuis quelques jours. Ce qui est intéressant, c'est que on peut avoir, alors c'est un tout petit peu tiré par les cheveux, mais pourquoi pas, une forme de tête et épaule inversée, qui est la tête et épaule inversée, c'est une figure de retournement haussier qui marche assez bien, sauf que là, elle n'est pas jolie. On aurait une épaule ici, on aurait la tête là et la seconde épaule ici. La ligne la ligne de coup qui est là et qui a été cassée récemment et qui pourrait impulser une hausse. Alors, je pense qu'un puriste de l'analyse chartiste nous dirait que normalement, la largeur de la tête et la largeur des deux épaules doit être relativement la même, que la deuxième épaule est beaucoup trop large. Néanmoins, c'est une figure qui est plutôt attractive, puisqu'en fait, dans la dernière phase de baisse, on n'a pas réussi à aller plus bas que la tête. C'est déjà en soi assez rassurant, et encore moins plus bas que ceux du début d'année. Donc, est-ce que ça va donner l'impulsion nécessaire pour aller casser cette résistance majeure? Difficile à dire. Mais ce qui est assez. Si ça venait à casser, évidemment, on reverrait notre avis sur l'aspect analyse chartiste, et que ça ouvrirait un potentiel quand même beaucoup plus important. Euh, deux derniers points avant de conclure et avant de prendre les questions. Et puis, je voulais vous passer un petit film également qui dure 2 minutes. C'est le positionnement. On l'avait vu sur l'euro. Voilà, il était là. La même chose sur l'or, la position des spéculateurs, des hedge funds, qui utilisent donc le marché des futurs pour s'exposer ou shorter. Ici, en 2018, ça, c'est une situation qui est rarissime, où ils étaient net short. Et ça nous a fait dire acheter de l'or à mort. Alors, pas seulement pour ça, mais toute l'année 2019 et une partie de l'année 2020, on a dit vraiment allez-y, il faut absolument y aller. Et puis, quand on a commencé à voir fin 2020 que l'intérêt commençait à baisser, voilà, on a dit d'alléger. Et là, on a atteint une forme de creux. Alors, évidemment, on est loin, loin, loin du désintérêt de 2018. On voit que c'est en train de repartir à la hausse. Est-ce que c'est suffisant? En tout cas, on ne peut pas dire qu'il y ait un indicateur contrariant à travers ces positions sur le marché des futurs. On n'est pas en 2018, on n'est plus non plus ici où tout le monde voulait avoir de l'or. Donc, il n'y a pas de message très fort, mais ça faisait partie de la liste des indicateurs qu'on regarde. Alors, je voulais le partager avec vous. Une dernière chose, bon, qui n'est pas fondamentale, c'est la saisonnalité sur l'or, parce que
bah, il y a des fêtes. Il y a Diwali, en Inde qui vient de se terminer. Les autres, vous les connaissez par cœur. Ce qui fait que quand on regarde la performance sur 20 ans, mois par mois, et qu'on fait la moyenne mensuelle, on voit que bah, les bons mois, c'est à partir de novembre, décembre, janvier, février, parce qu'on a cet achat supplémentaire de bijoux. Maintenant, quand on regarde les achats, et Pierre, je suis désolé, je n'ai pas les achats des banques centrales, mais clairement, ce qui fait les mouvements à court terme et à moyen terme de l'or, c'est les achats des investisseurs, c'est les achats d'ETF, c'est les achats de futurs, c'est pas la bijouterie. Donc, il y a une saisonnalité, mais qui est relativement stable, et c'est pas non plus les banques centrales. Voilà, alors, avant de conclure, je vais vous mettre la petite vidéo. Il y a un an, on s'était amusé à faire une vidéo de tout ce qu'on avait dit sur l'or depuis qu'on avait commencé à en parler. On en avait parlé beaucoup, et cette année, on en a moins parlé, mais je voulais partager cette petite vidéo avec vous. Et donc, c'est cette liberté-là qui nous a permis de dire, par exemple, il y a un an, on l'a écrit dans la presse, facilement consultable, qu'il fallait faire des mines d'or. Voilà, on a expliqué pourquoi. Et ce choix-là, il nous a permis de gagner 50% cette année. Parce qu'on estime qu'aujourd'hui, les métaux précieux doivent avoir une place vraiment à part entière au sein d'un portefeuille. Certains disent bon, il faut en avoir 5% pour apporter la diversification. Non, on n'achète pas ça sous prétexte qu'il faudrait diversifier. On achète ça parce qu'on pense qu'on va gagner de l'argent dessus. Est là pour longtemps. Ouais. Liquidité, donc métaux précieux. On a été beaucoup sur l'or, ça fait 2 ans qu'on dit un peu partout qu'il faut acheter de l'or. Aujourd'hui, on fait un petit pas en arrière. On a acheté il y a 6 mois beaucoup d'argent. Oui, bien sûr. Mais on aura sans doute une bulle générée par la situation actuelle. Notre rôle, c'est d'essayer de la trouver. On pense qu'un bon candidat sont les métaux précieux. Sur les métaux précieux qu'on a beaucoup aimé, on a plutôt eu tendance à alléger des positions, mais qui étaient très importantes. Bon voilà, ça méritait un petit coup de projecteur sur cette vidéo. Alors pour conclure, j'ai repris les différents points dont on a parlé avec des petits plus et des petits moins. Je crois que effectivement il faut avoir de l'or en portefeuille. La question c'est pas d'en avoir ou pas, c'est de savoir comment on modifie la pondération de l'or. Alors aujourd'hui, en dehors de tous les indicateurs, si j'écoute non pas ma tête froide, mais mon ventre, on se dit qu'on est dans un contexte de marché avec des excès à tous les étages, tant en termes de valorisation, de comportement des investisseurs, où on ne parle plus d'investissement, mais de gamification de l'expérience. Franchement, on se dit, OK, il faut se prémunir d'un accident, donc oui, il faut avoir de l'or. Maintenant, cette histoire de politique de la Fed versus inflation, on voit que la Fed, elle est dans une recherche
elle a quand même beaucoup modifié son discours depuis 2 ans, que l'inflation qui devait être transitoire, bah, c'est une transitoire, une transition qui est quand même beaucoup plus longue que ce qui était attendu. Donc, est-ce que la Fed va commettre une erreur en resserrant ou trop vite ou trop fort sa politique? Là, c'est vraiment le scénario le plus black pour l'or. C'est cette recherche de limitation de l'inflation par la Banque centrale. Donc, ça se traduit par des taux réels qui remonteraient. On n'en est pas là. Maintenant, ce qu'on attend, nous, pour passer ce égal à plus, c'est que finalement la Fed se rend compte qu'il n'y ait pas tellement d'inflation ou qu'on ait un choc sur les marchés. Un choc sur les marchés, c'est éminemment déflationniste. Donc la Fed dirait, bon, bah, finalement, on reste comme ça, on touche plus à rien. Ça serait éminemment positif pour l'or. Et c'est peut-être quelque chose, moi je suis plutôt d'avis de ceux qui pensent que les fondamentaux de l'économie, les forces de prix dans l'économie sont des forces déflationnistes. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi au moment de la conclusion, mais que la Fed devrait se retourner quelque part en 2022. Le marché attend 2 à 3 hausses de taux en 2022. Je ne suis pas convaincu que la Fed soit capable d'en faire une seule. Une fois que le marché prend conscience de ça, alors on réouvre un marché haussier pour l'or. On réouvre aussi sans doute un mouvement baissier sur le dollar. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. On l'a vu sur les indicateurs. Donc, j'ai mis des moins pour le dollar. Le positionnement des investisseurs aujourd'hui, c'est relativement neutre. La performance des mines d'or, c'est plutôt négative. L'analyse chartiste, c'est tangent. On est vraiment sur des niveaux pivots. Et enfin, la saisonnalité, là, pour le coup, est très favorable puisqu'on rentre dans les mois d'achat de bijoux. Passez un beau week-end à vous et bon appétit.